Alors, Pascal Perrineau est bien là, Corinne Laïc également. Voilà, bonjour à tous. Bonjour Corinne. Bonjour. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, chers alumni, il y a un écho, il faut bien que tout le monde déconnecte son micro, se mette en mode muet. Voilà, chers amis, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Sciences Po Alumni pour cette conférence de rentrée sur un thème qui, de par son intitulé, a retenu toute votre attention, toute notre attention. Emmanuel Macron est-il un président cambrioleur? Point d'interrogation. Alors, pour y répondre, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Corinne Laïc. Corinne Laïc, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Et nous accueillons également, évidemment, Pascal Perrineau, alors à qui nous ne souhaitons pas la bienvenue, puisque c'est lui qui nous accueille. Néanmoins, bonsoir, cher Pascal. Bonsoir, cher Bernard. Bonsoir à toutes et tous. Alors, merci à tous les deux, bien entendu, de vous être rendus disponibles. Sans plus tarder, je passe immédiatement la parole à Didier Davissian. Didier Davissian, qui est président de la section Marseille-Provence de Sciences Po Alumni, et Didier qui est à l'origine de cette conférence. Alors, merci, cher Didier, d'avoir pris cette initiative et merci de mettre ton réseau au service de la communauté des alumni. Je te laisse tout de suite présenter plus en détail nos deux intervenants ainsi que le déroulé de la conférence de ce soir. Merci Bernard de ton introduction et je suis ravi de co-animer cette conférence donc, avec toi. Comme toi, donc, je salue tous les alumni présents et en particulier, vous ne m'en voudrez pas, ceux de Marseille et Provence. Je salue également tous ceux qui ne sont pas alumni et qui participent à la conférence de ce soir et qui ne sont pas Sciences Po, mais qui ont eu la volonté d'y participer. Je me permets simplement de rappeler en effet notre déroulement de la conférence, à savoir donc 3 thématiques ont été retenues. Première thématique, donc en 10 minutes, donc Macron, le personnage. Qui est Emmanuel Macron, son origine, sa formation, ses fondamentaux, sa ruse, hein, on va y revenir. Une deuxième thématique que Bernard, tu vas animer parmi les échanges entre Corinne Laïc et Pascal. Donc, c'est sur la réforme de l'État. Qu'est-ce qui motive au final Emmanuel Macron dans sa réforme de l'État? Et troisième thématique qui a été retenue, c'est Macron et l'économie. À savoir, est-ce qu'il est libéral ou keynésien? Est-ce qu'il est les deux? Quels sont ses réseaux avec les patrons, ses relations avec l'économie au sens large? Puis, on réserve un petit quart d'heure pour les questions-réponses et à 19h, donc, on conclura après la conclusion donc, du délégué général, Bernard Ayroult. En petit mot d'introduction quand même, je pense qu'il est nécessaire de rappeler, on va dire, la biographie synthétique, je précise, de nos deux conférenciers. Donc, Pascal Perrineau, tu es professeur des universités à Sciences Po et président des alumni. Tu diriges le programme Vie politique et tu interviens comme expert dans de nombreux médias. Tes recherches portent principalement sur la sociologie électorale, l'analyse de l'extrême droite, du nationalisme et du populisme en France et en Europe. Tu as été, je précise quand même, on ne peut pas l'oublier, tu as été nommé par le président du Sénat garant du grand débat national de janvier à avril 2019. Tu as écrit de nombreux ouvrages, mais si tu es d'accord, je vais te citer uniquement le dernier, à savoir Le Grand Écart, chronique d'une démocratie fragmentée. Merci Pascal de ta présence. Hein. Je sais que ton agenda est également extrêmement pris, chargé, pour, on va dire, cet échange privilégié entre toi et Corinne Laïc. Corinne Laïc, donc vous êtes diplômée de Sciences Po Paris et titulaire d'un DEA d'histoire contemporaine sous la responsabilité de Pierre Milza. Vous êtes aujourd'hui journaliste à l'Opinion depuis le 1er janvier 2020. Vous débutez votre carrière au Nouvel Économiste, puis vous travaillez au Matin de Paris, au Nouvel Observateur, au Point et à l'Express. Vous avez couvert tous les champs de l'économie au sens large avant de devenir chef du service politique de l'Express en 2006. C'est à ce titre que vous suivez Emmanuel Macron
d'abord dans la campagne de François Hollande en 2011, puis comme secrétaire général adjoint de l'Élysée, ensuite comme ministre de l'économie, enfin comme candidat à la présidentielle et évidemment comme président de la République. Président cambrioleur est votre premier livre. Avant d'attaquer la première thématique sur l'homme, une précision, chère Corinne, pourquoi ce titre? Alors, le président cambrioleur n'a rien volé. Et vos montres et vos portefeuilles sont en sécurité avec lui, n'ayez crainte. Le titre est évidemment un clin d'œil, un peu Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, et une image pour dire qu'Emmanuel Macron est entré par effraction dans la vie politique française en 2017. C'est lui-même qui le dit, personne ne l'attendait. Il avait évidemment un parcours qui ne le prédestinait pas à ça, il n'avait pas suivi le cursus normal, et il a être un voleur, entre guillemets, d'hommes et d'idées, c'est-à-dire qu'il est extrêmement mobile en termes intellectuels, en termes idéologiques, et c'est un peu ce qu'il a théorisé en parlant du « en même temps », il va chercher les idées en fonction des moments, des opportunités, des nécessités, il ne veut être le prisonnier de personne. Et donc, c'est un cambrioleur dans le registre monte en l'air, il est mobile, il va partout en fonction de ce qu'il pense être le meilleur pour lui et pour le pays, bien évidemment. Voilà. En ce sens, pour revenir, parce que ça a été un débat en interne au sein de notre réseau, est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que cambrioleur, c'est un avantage ou un inconvénient? Est-ce que c'est une qualité ou un défaut dans notre société? Je pense que c'est une qualité parce qu'un homme politique qui s'enfermerait dans un concept, qui serait au pouvoir comme théoricien pour appliquer une idéologie, on a vu ce que ça a donné. Pardon? Ça serait très dangereux. Donc, je pense qu'il faut un certain pragmatisme. Le risque chez Macron, c'est peut-être pas tellement sa mobilité, c'est que on ne sait pas vraiment d'où il vient. Pour lui. Parce que je pense, bon, là je sors un peu de mon rôle, mais je pense qu'il aurait peut-être intérêt à assumer davantage son parcours intellectuel et idéologique, à dire clairement qu'il vient de la gauche, parce que moi c'est ce que j'établis dans le livre, il vient de la gauche, à l'assumer et à dire oui, mais maintenant, voilà ce que je fais, voilà ce que je pense. Voilà, donc par définition, je dirais que, pour répondre à votre question plus précisément, c'est plutôt un atout pour un homme d'État d'être mobile, de savoir s'adapter aux événements, d'aller solliciter les idées, les hommes et les politiques là où il faut, quand il le faut. Mais chez lui, vu son parcours, je pense qu'il aurait intérêt, ça peut être un handicap tant qu'il n'est pas dans la clarification de ce qu'il est et qu'il n'assume pas vraiment d'où il vient. Merci Corinne. Donc, on va passer directement à la première thématique, donc sur Macron, le personnage, l'homme, puisque vous allez commencer à esquisser, on va dire, le personnage. Au final, son origine, sa formation, est-ce que Sciences Po, est-ce qu'on arrive aux fondamentaux? Qu'est-ce qui le guide aujourd'hui du point de vue personnel, Emmanuel Macron? À l'origine, Emmanuel Macron est un littéraire amoureux du théâtre. C'est sa passion et ça l'est toujours. Ce qu'il préfère, c'est la littérature. Il l'a dit, il le redit, rien n'est supérieur à la littérature. Il découvre la philosophie à l'occasion de sa rencontre avec Paul Ricoeur. Et avec Ricoeur, il fait une espèce de reset, excusez l'utilisation de ce terme anglais, mais de mise à niveau philosophique. C'est lui qui le dit, hein, il en parle longuement. Et il refait sa culture philosophique. Donc ça, c'est une chose. Et il prend conscience, c'est qu'il n'est pas fait pour la réflexion, mais il est fait pour l'action. Et c'est là où ça débouche après. Alors, il y a aussi l'échec à Normal Sup, qui pour lui, je pense, est un échec qu'il vit mal parce que ça le relie évidemment à la littérature. Mais à partir du moment où il décide d'aller dans l'action, il s'oriente vers des choses qu'il ne connaît pas du tout au début, Sciences Po, l'ENA, avec évidemment une forte composante économique. Et c'est là, et c'est à Sciences Po, puis à l'ENA, puis à l'Inspection des finances, et qui va forger sa culture économique. D'accord. J'en profite, puisque on a dit que pendant 10 minutes, c'est un échange, on va dire. J'en profite pour demander à Pascal Perrineau si, Pascal, tu as rencontré, on va dire, lors des études de Emmanuel Macron à Sciences Po, si tu l'as rencontré, si tu as été son professeur, si tu as échangé, et si oui ou sinon, pour toi, quelle est son origine intellectuelle? Est-ce que finalement, Sciences Po, ça a été pour lui, en tout cas,
ça a été pour lui un bon souvenir. À la lecture de votre livre, Corinne, je me permets d'en douter. Parce qu'on a l'impression que Sciences Po, c'est l'école du conformisme et que lui, justement, il se bat contre le conformisme. Moi, je pense pas que Sciences Po soit l'école du conformisme, puisqu'elle a produit Emmanuel Macron. Donc, vous voyez, je crois pas du tout. Au contraire, Sciences Po est une école d'attrape-tout, c'est une école de cambrioleurs qui forme les gens peut-être à aller, à savoir chercher. Et moi, en tant que journaliste, je peux lui prouver en permanence. Je trouve que Sciences Po, c'est vraiment la meilleure des formations pour être journaliste, parce qu'on ne sait rien quand on est journaliste, mais on sait où et comment aller chercher les choses. Excusez-moi de cette petite digression, mais je laisse évidemment la parole à Pascal. Non, non, d'abord, j'ai un immense plaisir à discuter de cet ouvrage que j'ai fini cet après-midi, et véritablement qui est un des ouvrages les plus intéressants sur le macronisme. Et Dieu sait si on a besoin aujourd'hui de tenter, et ça n'est pas facile de définir le macronisme. Et derrière l'aspect un peu ludique du monte en l'air, du cambrioleur, vraiment, on apprend énormément de choses. Et l'intérêt du livre, c'est que ça croise au fond deux approches. Il y a l'approche à la fois biographique, où l'on raconte l'itinéraire de ce jeune homme jusqu'à l'Élysée, et en même temps, c'est le portrait d'une présidence, c'est-à-dire de la manière dont cet homme exerce le pouvoir depuis 2017 et la manière dont l'exercice du pouvoir change aussi, contribue à faire évoluer cet homme. C'est un peu d'ailleurs votre troisième partie où on parle de repentance. Voilà. Après avoir parlé de cet homme très transgressif, et de cet homme autoritaire. En vous lisant, ça me faisait penser, vous savez, à Mitterrand. Mitterrand disait à propos des institutions de la Ve République, très pyramidale, le costume n'est pas fait pour moi, mais je m'y sens parfaitement à l'aise. Avec Macron, on a l'impression que le costume est fait pour lui et qu'il s'y sent plus qu'à l'aise. Quitte, et vous le dites à plusieurs reprises, à surjouer un peu le rôle de président de la République, à surjouer cet homme pyramidal, à surjouer cet homme qui revendique la présidence jupitérienne. Alors, pour répondre aux questions de Didier, non, moi je n'ai jamais eu Emmanuel Macron comme étudiant, simplement je me souviens d'un jeune homme, comme beaucoup d'étudiants de Sciences Po, à l'époque très chevelu, avec une chevelure blonde, qu'on rencontrait, et là ça a quelque chose à voir avec l'extraordinaire curiosité sur laquelle Corinne Laïc insiste dans son livre. C'est un homme qui s'intéresse à beaucoup de choses, à beaucoup de choses, économie, philosophie, littérature, théâtre, etc. Et on le rencontrait de temps en temps dans le comité de la revue Esprit, où d'ailleurs il avait écrit très très jeune des papiers, et les membres du comité éditorial de la revue Esprit, parmi lesquels il y avait bien sûr Olivier Mongin, qui lui l'a bien connu, disaient ce jeune homme nous étonnait tout de même par, comment dire, son entre-gens intellectuel, sa curiosité intellectuelle qui n'est pas feinte, qui remonte à sa jeunesse et à sa jeunesse étudiante. Mais une fois qu'on a parlé beaucoup de transgression, il faut voir l'autre aspect de Macron. Si vous prenez les caractéristiques, j'allais dire, biographiques et sociales de Macron, c'est, l'archétype des élites de la Ve République. C'est un homme issu de milieux bourgeois, élevé dans les meilleures écoles, secteur privé, mais dans les meilleures écoles, qui ensuite intègre Henri IV, vous voyez, c'est pas n'importe quoi comme lycée, qui ensuite va s'efforcer de faire les grandes écoles, il échoue à Normal Sup à 2 reprises, mais ensuite, voilà, il est à Sciences Po, l'ENA, ensuite il intègre les grands corps, l'inspection des finances, et ensuite il pantoufle, ensuite il est membre de multiples conseils. Voilà, c'est l'archétype véritablement. Vous prendriez par exemple l'itinéraire de Laurent Fabius, c'est un peu la même chose. Vous voyez, simplement la différence, c'est que très vite, cet itinéraire classique qui pouvait caractériser Chirac, Fabius, Hollande, se traduisait par la volonté d'aller véritablement à la base faire de la politique. Et Macron n'a pas choisi ça. Comme s'il a tenté vaguement,
aux législatives, de se présenter une fois, mais il a très vite baissé pavillon. Hein. Et au fond, c'est un homme qui certainement a cru assez vite qu'on pouvait avoir une stratégie par le haut. Et que la stratégie par le haut n'avait pas besoin de rencontrer une stratégie par le bas. Ce qui explique peut-être la difficulté de Macron aujourd'hui avec cette fameuse thématique des territoires. Il ne s'est jamais véritablement frotté au territoire d'en bas. Avant de passer à la réforme de l'État et de laisser, on va dire, Bernard avancer sur cette thématique, une dernière question sur le personnage, sur l'homme Emmanuel Macron, à Corinne Laïc et à Pascal Perrineau. Est-ce que Emmanuel Macron a un modèle de présidence? On a souvent dit qu'Emmanuel Macron s'inspirait, ou il y avait des comparaisons avec Valéry Giscard d'Estaing par rapport à sa jeunesse, etc. D'autres ont dit qu'il ressemblait, on va dire, par sa ruse à un Mitterrand. Enfin, par son énergie, il y avait un peu de Sarkozy en lui. Est-ce que chez Macron, il y a une volonté, on va dire, de s'inspirer d'un modèle, ou est-ce que finalement, c'est un mix de tout ça? Pour moi, Macron veut s'inspirer clairement de deux modèles qui sont De Gaulle et Mitterrand. Il l'a dit, donc c'est public. Et que ce sont des hommes qui ont marqué des ruptures dans l'histoire de la France. Et c'est ce qu'il veut faire. Donc c'est pour cela que ça inspire. Il ne veut pas s'identifier à Giscard, auquel il ressemble par bien des aspects, vous l'avez souligné, Didier, à juste titre, pour une raison simple, c'est que Giscard était mal aimé. Et il sent que c'est son problème à lui aussi. Son problème, c'est sa relation avec les Français. C'était le problème de Giscard, en tout cas pour la deuxième partie de son septennat. Et je pense que Macron ne veut pas s'identifier à Giscard. Hollande, évidemment, n'en parlons pas. Sarkozy, je ne crois pas non plus. Chirac non plus. Donc, ces deux référents de la Ve République, c'est de... Je ne sais pas, parce que Pascal... Après, évidemment, Pascal peut nous dire, je pense plus précisément, à quel président il ressemble ou pas. Mais lui, ses modèles, ceux auxquels il veut s'identifier, c'est ces deux figures. Et je crois qu'en effet, son panthéon, en effet, c'est De Gaulle et Mitterrand. Et ça va assez bien avec le « et ». C'est De Gaulle et Mitterrand parce que De Gaulle et Mitterrand, ce sont les deux présidents qui ont articulé leur chemin vers le pouvoir, leur victoire, sur un grand roman national. Le roman national du gaullisme, bien sûr, commencé bien avant 1958, commencé dès 1940, et puis le roman d'un converti à la gauche qu'était François Mitterrand, ce roman du troisième homme après Jaurès, Blum, Mitterrand. Donc, il y a eu deux romans très très forts qui ont marqué ces deux présidences. Et l'amateur de romans et l'amateur éperdu de romans, qui voudrait mettre sa vie en roman, est fasciné par ces deux modèles. Simplement, ce sont deux modèles qui se situent à une certaine altitude. Et il n'est pas sûr que la conjoncture actuelle serve l'ambition de Macron, englué dans la gestion du dossier des retraites, englué dans la crise des Gilets jaunes, englué dans la crise de la lutte contre la Covid-19. Et puis, pour construire un roman, pour s'identifier à un roman, il faut avoir vécu, il faut avoir un certain âge. Et là, l'avantage de la jeunesse, qui a pu le propulser en 2017, devient, quand on veut être à la hauteur de ces deux modèles tutélaires de la Ve République, la jeunesse peut devenir un handicap. Si vous voulez, c'est difficile d'être à la hauteur du fait presque de l'âge d'Emmanuel Macron. D'où un Emmanuel Macron qui, en dépit de sa volonté, est ramené au jeune président que la France s'est donné en 1974, c'est-à-dire tout de même Giscard, qui jouait beaucoup sur ces thématiques, qui a cherché à inventer un roman, mais ne l'a jamais véritablement trouvé. Donc, je dirais, oui, l'ambition, je partage avec Corinne Laïc, c'est le roman de gauche ou le roman français du général de Gaulle. La réalité, c'est plus
un Giscard bis dans une société qui n'a plus grand-chose à voir avec la société de 74, et qui est une société, en effet, qui vous fuit entre les doigts. D'où cette impression phénoménale en ce moment d'un président. Je reviens beaucoup sur ce que disait Corinne Laïc tout à l'heure. Comment le définir? Comment le définir? Parce que l'homme est fuyant, la biographie est fuyante, mais aussi parce que la société qu'il incarne est fuyante. Merci Pascal. Donc, première thématique terminée. Il est 18h20. Donc, le timing respecté. Bernard, c'est à toi donc, pour la réforme de l'État. Merci, cher Didier. Alors, la réforme de l'État, elle s'inscrit dans la problématique que souligne Corinne Laïc dans son ouvrage, à savoir que la transformation du pays, en fait, pour Emmanuel Macron, est un des moteurs de son quinquennat, avec ce focus particulier sur la question de la réforme de l'État. Alors, une première question pour Pascal, en termes de réforme de l'État, pour un président adepte de la stratégie par le haut, quelle est sa vision, quelle est sa conception, qu'il s'agisse de décentralisation, de déconcentration, de réforme des institutions d'une manière plus générale? Comment Emmanuel Macron conçoit-il cette réforme de l'État? Quelles sont, là encore, ses sources d'inspiration et comment se projette-t-il en la matière? Alors là, Corinne le décrit très bien dans son livre, l'homme est tout de même l'homme qui arrive par une immense disruption, ce que j'avais appelé une disruption politique, en 2017, et il est porteur, souvenez-vous de son livre Programme, d'une volonté de révolution. Et il s'agit de balayer le nouveau monde, de balayer une certaine forme de rôle traditionnel de la puissance publique, de balayer un certain type d'État. Et quand on regarde 3 ans et demi après, on s'aperçoit que, si vous voulez, l'action, puisque en effet c'est un homme d'action et pas simplement de réflexion, l'action sur ces changements et même ce bouleversement qu'il appelait de ses voeux de l'État et de la puissance publique est extrêmement faible. Quid des réformes, par exemple, en termes d'effectifs de la fonction publique? Quid des réformes en termes de fonctionnement de l'appareil d'État? Quid des réformes en termes de lutte contre les déficits publics? Alors, certes, les circonstances l'ont rattrapé. Quid des réformes en termes d'un autre mode de fonctionnement de l'appareil d'État? Quid des réformes en termes de relations entre le centre et les périphéries? Et l'ouverture d'un stade 3, par exemple, de la décentralisation. Il y a eu beaucoup d'effets d'annonce là-dessus. Mais en termes de réalité, on est très, très en deçà. Alors, il y a eu de nombreuses crises, mais on est très, très en deçà de l'ambition. Et c'est en cela que, à l'heure où le bilan va être tiré par rapport aux ambitions de 2017, mais c'est vrai que c'est assez souvent le cas dans les quinquennats ou septennats jadis de la Ve République, le bilan de réalisation sur ce terrain est tout de même relativement faible, sauf à dire que revenir au canon traditionnel de l'État protecteur, c'était ça la nouveauté. Et alors, justement, Corinne Laïc, vous indiquez à plusieurs reprises dans votre ouvrage que la transformation, voire la révolution, est bien le moteur de ce quinquennat, mais qu'en fait, Emmanuel Macron ne se donne pas les moyens de mener cette transformation du pays à bien et la réforme de l'État subséquente. Et parce qu'il y a, selon vous, chez lui, une difficulté à faire. Comment est-ce que vous expliquez cela? Oui, c'est vraiment, ça a été une grande découverte de l'enquête que j'ai faite spécifiquement pour ce livre, puisque je connais Macron depuis 2011, mais vraiment j'ai découvert ça. C'est vrai que la réforme de l'État, c'est son échec. Il le reconnaît, il me le dit dans le livre et je le cite là-dessus. Donc là-dessus, il est tout à fait clair. Et moi, je vois deux explications. Il était pourtant très bien placé pour la faire, cette réforme de l'État, parce que l'État, il le connaît de l'intérieur et en même temps, il a suffisamment de disruption en lui pour la mener à bien. Mais il s'est heurté, à mon avis, à deux problèmes.
le réglage de sa relation avec Matignon. Il n'a pas compris que c'était Matignon qui était le chef de l'administration. Et il a eu un problème comment dirais-je, de relais avec Matignon. C'est-à-dire que lui pensait qu'à partir du moment où il disait quelque chose, ça allait dérouler exactement comme ça. Et il donnait des ordres. Les ordres étaient entérinés par Matignon. Et puis Matignon faisait à sa manière. Alors évidemment, après, on peut faire le procès des technos de Matignon, etc. C'est une autre histoire. Mais Matignon a fait à la Matignon et c'était jamais exactement ce que Macron voulait. Et c'est ainsi que les petits cailloux se sont accumulés et qu'il a fini par se séparer d'Édouard Philippe parce que la couleur de ce qu'il demandait n'était jamais exactement la tonalité qu'il voulait. Et ça, c'est un de ses problèmes pour faire. Et l'autre problème, c'est le réglage de l'administration. Il avait promis un spoil system à la française, il ne l'a pas fait pour des tas de raisons. Et il n'a eu de cesse depuis le début de son quinquennat, et on le voit encore aujourd'hui, de mettre l'administration, de créer une espèce, parce que c'est l'homme du direct, Macron, hein, il n'aime pas trop les intermédiaires. Il a créé une espèce de dialogue entre lui et l'administration. On le voit de manière éclatante quand il va en Finlande et qu'il parle du prélèvement à la source et qu'il menace de l'administration n'améliore pas le projet dans l'état dans lequel il est, alors qu'elle y a déjà travaillé depuis des mois et des mois. Donc, c'est la première fois qu'on voit, à ma connaissance, un président de la République dire à son administration « remuez-vous », qui plus est d'un pays étranger. Donc ça, et après, il a continué. Il découvre pendant l'itinérance mémorielle, juste avant le mouvement des Gilets jaunes en novembre 2018, que certaines de ces réformes, le droit à l'erreur par exemple, ne sont pas connues par les fonctionnaires de terrain. Et donc, ça déclenche encore une nouvelle salle. Et là, aujourd'hui, ce qu'il vient de faire avec le baromètre de l'action publique qu'Amélie de Montchalin vient de présenter, c'est encore une manière de prendre à partie l'administration en présentant des indicateurs pour dire, et avec des comparaisons département par département pour dire, mais vous voyez, mais pourquoi dans tel département on y arrive, dans tel autre on n'y arrive pas. Et c'est ça, c'est cet échec-là qu'il essaye en permanence de surmonter, mais c'est deux branches de son action, Matignon d'un côté, l'administration de l'autre. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à faire. Il a en plus une tendance quand même à avoir une parole plus haute que la réalité. Et la réalité a du mal à suivre sa parole. Donc ça, c'est un problème permanent pour lui depuis le début du quinquennat. Et alors, de ce point de vue-là, justement, Pascal Perrineau, est-ce que dans l'histoire de la Ve République, on retrouve chez d'autres présidents ce système administratif redouté par le président de la République, vu comme un système qui a la capacité de se mettre en position de résistance, première chose. Et puis deuxième, là encore dans l'histoire de la Ve République, est-ce que l'on trouve d'autres présidents qui, comme l'écrit Corinne Laïc, deviennent en fait leurs propres procureurs, c'est-à-dire que dans leur propre prise de parole, ils dressent l'inventaire de tout ce qu'il faut faire et qui finalement n'a pas été fait. Alors, ce poids et cette grande puissance de l'administration et de la haute administration dans le politique, j'allais dire, ça existe depuis des lustres dans le système politique français et particulièrement dans le système de la Ve République. Ce sur quoi insistait Corinne, c'est-à-dire l'importance de Matignon et la difficulté à l'impulsion présidentielle de passer dans la réalité de l'administration au quotidien, ça n'est pas avec Macron qu'on a découvert ça. C'était déjà bien antérieur. Mais le problème, c'est qu'avec Macron est affichée l'ambition de mettre la table cul par-dessus tête, de transformer tout cela. Et c'est vrai qu'au départ, on se dit comme il en est, comme il connaît ça sur le bout du doigt, comme c'est un produit archétypal de tout cela, il va avoir les moyens de le faire. Et quelque part, il ne passe pas à l'acte, tout ce que citait Corinne sur le spoil system, voilà. Et on reste tout de même dans une gestion qui reste une gestion par le discours, hein, dans lequel, en effet, à force de parler, ça c'est tout un problème de communication. Est-ce que le président qui voulait parler peu ne parle pas trop? Parce que à force de parler beaucoup, en effet, il devient le principal procureur de ses faiblesses. Hein, parce qu'à force de répéter des choses qui n'adviennent pas, hein,
Voilà, il ne suffit pas de désigner la torpeur de l'administration, le poids des corps ou des grands corps. Voilà, on dit, mais voilà, il n'est pas le patron dans sa maison. Hein. Le président est impuissant. Hein. Au fond, l'appareil d'État ne suit pas. Hein. Et ce qui s'est passé d'une certaine manière dans la crise de la Covid-19 peut être un élément révélateur d'une certaine notion d'une présidence relativement impuissante qui devient une présidence du verbe, mais qui souffre beaucoup de la comparaison avec le discours extrêmement ambitieux, extrêmement novateur, qui avait séduit tout de même au second tour 66% de Français en 2017, qui était un discours de disruption radicale. Certains croyaient véritablement que ça y est, après, au fond, l'inertie sarkozyste ou l'inertie hollandaise ou l'inertie chiracienne, hein, l'hypothèse qui avait été avancée par certains de, au fond, après Mitterrand, c'est l'ère non pas des rois fainéants, mais des présidents fainéants. Hein. Voilà, il y avait un homme par lequel vraiment la réforme, la révolution pacifique allait arriver. Et là, la déception est très forte et on le voit tous les jours dans les enquêtes qui sont publiées jour après jour. Merci, chère Corinne, et merci, cher Pascal. Je repasse tout de suite la parole à Didier pour aborder le troisième thème de cette soirée consacrée à l'économie. Oui, merci Bernard. Donc, sur l'économie, j'aurais deux questions à vous poser à tous les deux. La première, c'est sur l'ADN économique de Macron. Au final, peut-être d'abord Corinne et ensuite Pascal, est-ce que Macron est un vrai libéral? Est-ce que quand on voit, par exemple, le traitement de la crise sanitaire, le quoi qu'il en coûte, qui n'a pas été adopté dans tous les pays, assez généreux, n'est pas, on va dire, une solution libérale. Deuxièmement, quand on lit votre livre... Quand on lit votre livre, Corinne, on s'aperçoit plutôt, on a l'impression que Macron est peut-être un homme plus de coûts que de gestion. Par exemple, la DRH n'est pas sa passion. Donc, quel est son ADN économique au final, Corinne? Moi, je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent d'un livre qu'avait écrit Édouard Balladur qui s'appelait, que Pascal doit s'en souvenir, mais pour moi, Macron, il croit en l'homme et en l'État. C'est-à-dire qu'il est à la fois un social-libéral qui croit aux vertus du marché et il croit en l'État. Et c'est, je dirais, sa double ascendance de la première gauche avec Chevènement, la deuxième gauche avec Rocard. Non, Macron, pour moi, c'est un social-libéral, c'est-à-dire qu'il pense qu'il faut libérer l'économie pour libérer la créativité, l'innovation. Il est toujours adepte de politique très pro-entreprise. Et en même temps, il pense que nous devons bâtir des sociétés d'émancipation, au sens où il faut donner à chacun sa chance, lutter contre les discriminations et lutter contre les inégalités de destin à la naissance. Donc il faut corriger ce que le marché ne peut pas faire. Donc c'est un adepte du marché régulateur, et régulateur y compris dans la vie des gens. Toutes ces politiques sont fondées sur la méritocratie, l'émancipation. En ce sens-là, il se rattache à une certaine gauche de think tank qui va de la Fondation Saint-Simon au GRAC aujourd'hui. Moi, je pense qu'il est complètement dans cette mouvance-là pour tout ce qui est sa pensée économique, sociale et européenne, qui est quand même quelque chose de très fort chez lui. Alors là, pour le coup, de très constant, dans lequel il s'est beaucoup impliqué, parce que la souveraineté que revendique Chevènement, lui, de la vie au niveau européen. Donc voilà, donc c'est son logiciel économique. Évidemment, il évolue à l'épreuve des faits. Le quoi qu'il en coûte, quand on regarde bien, n'est pas si coûteux que ça, parce que quand on compare la situation de la France à celle des autres pays, des grands pays européens ou occidentaux, notre déficit budgétaire qui était déjà élevé ne s'est pas autant aggravé que ceux d'autres pays, mais on partait déjà de très haut et on avait un système qui était déjà très protecteur. Et Macron a été obligé de rajouter une couche de protection. Et il a aussi une stratégie que je qualifierais d'opportuniste au sens économique du terme, à savoir qu'il se sert du fait qu'aujourd'hui, on peut emprunter
à bas prix et qu'on peut s'endetter pour faire des politiques publiques qu'ils n'auraient pas faites avant la crise sanitaire, par exemple sur le logement, par exemple sur l'hôpital. Et de ce fait, j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'il montre, il fait son propre procureur et il montre effectivement que la politique du logement qu'il voulait rénover de fond en comble, il ne l'a pas rénové et qu'il veut le faire maintenant. C'est ce qu'il a promis dans son discours des Mureaux le 2 octobre. Merci Corinne. Pascal? Oui, moi je partage tout à fait ce diagnostic. Quand vous regardez l'itinéraire économique d'Emmanuel Macron, c'est un itinéraire en effet de fusion de traditions de gauche différentes, une tradition très préoccupée par le rôle de l'État, qui est celle de Jean-Pierre Chevènement. C'est tout de même, ça a été ses premiers engagements. Hein, et sa première proximité. Hein. Et il a toujours gardé avec Jean-Pierre Chevènement d'ailleurs de bons rapports. Hein. Ah oui, et encore aujourd'hui. Enfin, voilà. Alors, petite précision, en 2002, il vote pour lui, mais à ce moment-là, il ne le connaît absolument pas. Voilà. Ils font connaissance tardivement en 2016, au moment où il est ministre de l'économie et Chevènement vient le voir pour lui parler d'Alstom. Voilà. Et puis, des gens qui ont joué un rôle, bien sûr, très important autour de lui et qui appartiennent à cette gauche rocardienne et pour ceux qui venaient d'autres horizons, strauss-kahnienne. Hein. Et c'est véritablement le tempérament, en effet, social-libéral. C'est vrai qu'il est assez nouveau dans la gauche française, mais comme elle avait pu être nouvelle, cette tradition, dans la gauche britannique, avec Anthony Giddens et Tony Blair, ou dans la gauche allemande avec Gerhard Schröder. Hein. C'est véritablement l'évolution de la gauche européenne et pas simplement de la gauche française dans lequel s'inscrit le combat économique d'Emmanuel Macron. Alors, quand on parle de libéralisme, si vous voulez, il n'y a pas de vrais libéraux en France. Voilà, l'ultralibéralisme, j'entends ça sans arrêt, mais ça me fait doucement rigoler. Où sont les ultralibéraux en France? Vraiment, à part Alain Madelin, mais vous voyez ce que représente Alain Madelin, c'est tout de même assez modeste. Hein. À part Alain Madelin, on ne voit pas très bien quel est véritablement l'ultra-libéral en France dans la classe politique. Il n'y en a pas. La droite française reste, par tradition, une droite très, très étatiste, très puissance publique. Même Sarkozy, qu'on a présenté comme un ultra-libéral, de multiples réformes de Sarkozy ne se traduisent pas par, j'allais dire, une conception extrêmement ultra-libérale de l'économie. Loin de là. Et d'ailleurs, nos amis américains le voyaient très bien quand je parlais à des collègues américains, puisque je vais enseigner tous les étés aux États-Unis, mais ils me disaient, ah bon, mais on lit dans la presse française que Sarkozy est ultralibéral, mais il faut savoir que chez nous, ça serait un démocrate de gauche, me disaient ses amis américains. Vous voyez, donc, mais en revanche, si vous voulez, on distingue souvent le libéralisme économique et le libéralisme culturel. En revanche, là, je crois que dans son itinéraire, dans ses valeurs assez profondes, Emmanuel Macron était, jusqu'à une date récente, très marqué par une forme de libéralisme culturel et de libéralisme sociétal. On le voit d'ailleurs, et on le voit encore aujourd'hui, sur ses hésitations sur la lecture de la laïcité. Hein. On le voit sur ses allées et venues dans le même discours, sur la place à laisser aux communautés, dans sa réflexion sur le séparatisme. Il n'est pas à l'aise avec un certain discours républicain, alors là, dans la tradition Chevènement, beaucoup plus, parce qu'il est fortement marqué de ce libéralisme culturel qui était plutôt caractéristique, en effet, de la deuxième gauche, qui est une gauche plus sensible au jeu des communautés, un certain multiculturalisme, etc. Et ça explique toutes les ambiguïtés qu'il a aujourd'hui avec une partie de sa base électorale qui vient de la droite et qui, elle, ne partage pas ces valeurs. Hein. Et dans son souci de s'adapter à cette nouvelle base électorale, il ne sait plus très bien où il est. Moi, ça me frappe. Dans la lecture de certains discours, je me dis, et en particulier de ce très long interview à l'Express, hein, il dit parfois tout et le contraire de ce qu'il a dit à quelques questions plus haut, parce qu'il n'est pas à l'aise. Et ça se ressent dans l'opinion. Beaucoup de Français se disent, mais où habite-t-il? Où est-il? Où le président est-il? Vous voyez, hein. Et ça me frappe beaucoup aujourd'hui. Hein.
Je pense qu'il y a une différence chez lui entre ce qui est inné et ce qui est acquis, si j'ose dire. Voilà. Ce qui est inné, c'est son fonds économique européen, social, c'est des choses qu'il maîtrise, qu'il a apprises, digérées. Et tout ce qui concerne le régalien, il flotte en fonction de ses convictions. Vous avez tout à fait raison. Pour moi, c'est un libéral à l'américaine en matière sociétale, mais il a rencontré une opinion publique qu'il a trouvée beaucoup plus à droite que lui. Il s'y adapte. Lui-même, il a parfois aussi des réactions. Par exemple, il était contre le port du burkini à l'été 2016. Il était favorable aux arrêtés d'interdiction. On lui a expliqué que ce n'était pas possible. Donc, il oscille entre les deux tendances. Il est dans le en même temps. Et s'il y a un sujet, à mon avis, dans lequel c'est difficile d'être en même temps, c'est celui-ci. Un mot avant de laisser Bernard donc, pour les questions et les réponses. Les réseaux, ces réseaux de patrons, quels sont-ils d'une part, et d'autre part, à quoi est-ce que ça lui sert? Est-ce que ça lui a servi? Est-ce que d'abord, lui, ça lui plaît, il s'y complaît parce qu'il en est issu, ou est-ce que c'est un strapontin, un pour conquérir et deux pour se maintenir au pouvoir, Corinne Laïc? Alors, les patrons, il les connaît très bien. Quand il était au cabinet de François Hollande, Hollande disait qu'il était le doudou des patrons, parce que les patrons venaient se plaindre à lui de toutes les misères que Hollande leur faisait. Il les connaît très bien, il les a connus à la commission Attali, à la Banque Rothschild, il les a fréquentés, il en connaît les qualités, les défauts, et il est persuadé qu'il faut faire une politique qui favorise le développement des entreprises, etc., etc. Mais il sait très bien qu'en France, être l'ami des patrons, c'est pas bien, on le qualifie déjà de président des riches. Et donc, depuis qu'il est élu, il a vraiment pris ses distances avec les patrons. Il ne les reçoit pas ou très peu. Il entretient des liens par SMS, comme il le fait avec beaucoup de monde, mais avec certains d'entre eux seulement. Il y en a certains auxquels il ne répond plus à leur SMS. Et donc, il crée beaucoup de troubles parmi eux. Mais c'est vrai qu'il veut se tenir distant des intérêts économiques. Il connaît leurs contradictions, il sait qu'ils veulent à la fois plus d'aide et moins d'impôts, et donc je pense qu'il les tient vraiment à distance, et je ne pense pas qu'il se sente particulièrement comment dirais-je, en adéquation avec eux. Je pense qu'il sera plus à l'aise avec un homme de théâtre ou avec un philosophe qu'avec un patron. Sauf les patrons qui s'impliquent dans les affaires environnementales, sociales, genre Emmanuel Faber de Danone, genre Thomas Buberl d'AXA. Et sinon, il n'aime pas le patron géniard qui va venir lui demander de baisser les charges. Ça, il déteste. Pascal? Oui, je partage tout à fait ce sentiment. En effet, c'est un homme qui connaît extrêmement bien le milieu patronal parce que les patrons ont fait la queue pendant des années à l'Élysée, lorsqu'il était jeune conseiller à la commission Attali, au ministère de l'économie et des finances, et donc il connaît ce monde, en effet, comme sa poche. Mais il n'en est pas l'otage. Et d'une certaine manière, contrairement à un archétype qui peut traîner, c'est un homme qui a su prendre la hauteur nécessaire avec le milieu patronal afin d'en être relativement émancipé, d'avoir une autonomie relative par rapport à ce milieu. Il sait les entendre, mais il connaît bien sûr les limites de ce milieu, et on ne peut pas dire que ce soit un milieu qui le séduise au plan des affects, au plan de ce qu'il aime. Hein. Et donc, ça, c'est une relative réussite, je crois, de la présidence Macron, contrairement à certaines inquiétudes qu'il pouvait y avoir au début. Il a su prendre la distance suffisante et la liberté nécessaire qui, je crois, explique assez naturellement les positions qu'il a pu prendre, par exemple, depuis 11 mois, et la manière dont il a su se tenir à distance, par exemple, des demandes qui étaient parfois des demandes pressantes du MEDEF, par exemple, et de son patron. Hein, il a su maintenir la juste distance, et en cela, on peut dire que, contrairement une fois de plus à une image peut-être trop installée, c'est une des réussites. Merci Pascal. Bernard, à toi donc pour les questions. Alors, en effet, une première question que nous adresse Michel et que je destinerai peut-être prioritairement à Pascal. Michel se demande si finalement
ce ne serait pas au gouvernement et en priorité au Premier ministre de faire en sorte que l'administration, tant redoutée par les présidents de la Ve République, fasse sa révolution. Donc, n'est-ce pas au gouvernement et en priorité au Premier ministre de faire en sorte que l'administration fasse sa révolution? Alors, d'abord, nous sommes dans une conception extrêmement verticale, et Corinne Laïc y insiste beaucoup dans son livre, de la présidence. C'est une présidence jupitérienne. Il n'a jamais dit que son Premier ministre était l'équivalent d'un chef de cabinet, mais enfin, il y a des tas de mesures. Vous voyez, par exemple, comme le partage des conseillers entre l'Élysée et Matignon, qui montre qu'on est tout de même dans une conception extrêmement pyramidale et descendante, dans lequel l'autonomie, du moins c'était ce qu'il croyait au départ, l'autonomie de Matignon est faible et que Matignon doit exécuter. Et puis, il s'est aperçu, mais Corinne y assistait tout à l'heure, et c'est un des éléments qui éclaire le départ d'Édouard Philippe, il s'est aperçu que ce gouvernement, la technostructure qui était derrière, non pas en faisait à sa tête, mais était un des freins à l'exercice de la volonté parfois présidentielle. D'autre part, si vous voulez, la limite en France, c'est tout de même, comment voulez-vous, on dit souvent par exemple, comment voulez-vous faire baisser les effectifs parlementaires par une loi qui sera votée par les parlementaires? Eh bien, on pourrait changer de domaine. Comment voulez-vous réformer l'État avec des hommes qui sont les grands commis de l'État? Et c'est extrêmement difficile. On sait très bien qu'en France, le personnel, d'abord, les grands corps de l'État jouent un rôle tout à fait important, la haute administration joue un rôle tout à fait important, l'essentiel des grands rôles politiques continue à en être issu, à commencer par le président de la République, les hommes et les femmes qui l'entourent. Et donc, réformer l'État par ceux qui le font fonctionner au quotidien, c'est une tâche qui n'est pas évidente, avec une classe politique qui, contrairement à l'ensemble des classes politiques européennes, est beaucoup plus pénétrée par le milieu du secteur public au sens large que la plupart des autres classes politiques. Corinne Laïc, vous souhaitiez réagir également? Non, je partage tout à fait ce que vient de dire Pascal. C'est tout à fait. Alors, nous avons une remarque et je vous l'adresse prioritairement, Corinne, concernant le parcours d'Emmanuel Macron, sa formation et ses appétences pour la littérature, sa formation littéraire, ses appétences pour la littérature. Il croit à la puissance des mots. Est-ce finalement ce qui l'a conduit à ce que Pascal Perrineau appelait tout à l'heure la politique du verbe, au détriment finalement du discours disruptif initial qui aurait été nécessaire pour mener les réformes dans le dur? Oui, je pense qu'effectivement, j'ai vu le message d'un des participants tout à l'heure qui est parfaitement juste. Macron croit à la force des mots. Et c'est vrai qu'en politique, les mots ont leur importance. Mais après, il y a le décalage avec ce qu'on délivre. Et Macron a fait monter les mots très haut et très fort. Il a suscité un espoir que très souvent les élections présidentielles suscitent dans notre pays, parce qu'on a beau être dégoûté de la politique dans notre pays, la présidentielle est un moment où on a envie d'y croire. On l'avait vu de manière éclatante en 2007 avec le match entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, où il y avait eu vraiment une espèce de ferveur politique dans le pays. Et Macron, même ceux qui ont voté pour lui seulement au second tour et pas au premier, au total ça fait quand même 66%, les gens ont cru en sa parole. Et c'est vrai que sa parole est séduisante, qu'elle est intéressante et qu'elle porte le fer là où il faut. Mais le problème, c'est le décalage. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron croit dans les mots. C'est vrai qu'il aime la littérature, qu'il aime le théâtre et qu'il a peut-être tendance à confondre le théâtre de la politique avec le théâtre tout court et à utiliser un vocabulaire, des postures, son goût du déguisement, par exemple, au début du quinquennat, qui fait un peu ricaner, qui se déguise en Tom Cruise, se déguisant en pompier, en militaire, etc., etc. Donc, il y a une espèce de goût du théâtre, un goût de la parole. Il aime bien parler. Il fait des discours très longs,
À titre comparatif, le 12 mars, quand il nous annonce le quoi qu'il en coûte, ça dure, je crois, 25 minutes. Et, pardon, c'est le 16 mars, quand il annonce le confinement, ça dure 25 minutes. À titre comparatif, Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais, annonce la même chose en 9 minutes. Donc, ses conseillers à l'Élysée essayent de le réfréner, et à la fois sur la quantité et sur la qualité, essayer de le faire parler de manière plus sobre, d'utiliser des mots moins savants. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui croit au verbe et qui, à mon avis, est desservi par ça aujourd'hui. Je rebondis sur votre réponse, Corinne, pour vous poser la question d'Annès Jaffré, que je salue au passage, chère Annès, qui finalement, à la lecture de votre livre, a le sentiment que Emmanuel Macron est finalement plus un directeur de cabinet qui subit davantage qu'un président de la République qui a une vision et un cap. Et la question d'Annès est la suivante: pourquoi ne se contente-t-il pas d'être simplement un monarque républicain en phase finalement avec les premiers signes, son arrivée au Louvre, son discours hommage à Maurice Genevoix? Qu'en pensez-vous, Corinne? Je pense qu'il est quand même, il épouse les institutions de la Ve République qui donnent quand même tous les pouvoirs au président de la République, et qu'il y a une adéquation entre les institutions et la pratique de ces institutions et son tempérament. Emmanuel Macron est quelqu'un qui veut tout faire par lui-même et qui a le syndrome du bon élève, c'est-à-dire qu'il pense qu'il fera relativement mieux que quiconque dans tous les domaines. Emmanuel Macron est quelqu'un qui connaît très bien l'économie, etc., on en a parlé, mais qui s'est passionné pour la santé à l'occasion de la crise sanitaire. Il connaît tout sur le virus. Il peut en remontrer à tous les professeurs de médecine. Alors, cette conception d'un président au-dessus de la mêlée qui se contenterait de donner des impulsions, je pense qu'elle n'est pas conforme ni aux institutions de la Ve République, ni au tempérament profond d'Emmanuel Macron, qui veut faire les choses et qui descend dans un degré de détail absolument impressionnant. Brigitte Macron m'a dit, quand quelque chose entre dans sa tête, il n'en sort plus jamais. Alors, on est un peu admiratif face à cette intelligence, cette capacité d'absorption et cette curiosité, mais on se dit qu'effectivement, de temps en temps, Emmanuel Macron ferait peut-être bien de poser son stylo à balader sur les quais de la Seine. Merci, Corinne. Une question que j'adresserai prioritairement à Pascal Perrineau. Comment Emmanuel Macron compte-t-il intégrer la colère sociale dans son leadership politique d'ici à 2022? Il a beaucoup de mal parce que, au fond, pour reprendre à la fois l'approche psychologique et politique qui est celle de Corinne Laïc, elle me dira si elle partage le diagnostic que je peux faire, c'est un homme qui a toujours, et jadis un enfant, qui a été aimé, adulé par sa grand-mère, qui a été aimé, certains pourraient dire qu'il est né avec une cuillère d'or dans la bouche, et qui n'a pas connu le désamour. Et là, en effet, quand vous exercez le pouvoir pendant 5 ans, comment pouvez-vous ne pas rencontrer le désamour? C'est inévitable. Et il l'a rencontré, j'allais dire, avec beaucoup de violence. Mais c'est un homme qui n'avait pas eu en amont l'expérience du désamour. De Gaulle l'avait eu en 1958, bien avant, quand on l'abandonne sous la 4e République et qu'il se réfugie à la Boisserie. Il connaît le désamour. Mitterrand, il a connu le désamour, et même plus, il a connu la haine. Souvenons-nous de l'affaire de l'Observatoire, etc. Macron n'a jamais connu, tout le monde l'a aimé, l'a adulé. C'est le premier de la classe, c'est le meilleur. Tout le monde était étourdi par l'intelligence et la rapidité du personnage. Donc quand on commence en effet à ne plus être aimé, c'est un monde qui s'effondre. Et je crois que je me souviendrai toujours de sa réaction, ça devait être à l'hiver 2018, quand il revient d'Argentine et qu'il découvre le spectacle de Paris après la colère des Gilets jaunes. Et là, on a un président, en effet, qui se promène dans les rues de Paris, il est hagard.
il ne comprend mais absolument pas. Puis il est interpellé dans la rue parce que des gens lui adressent des insultes. Puis après, il va faire le voyage dans la Loire, etc. On veut lui casser carrément la figure. On veut le lyncher. Hein. On lui coupe symboliquement la tête dans les rues de Paris. Hein. Et là, je crois que l'homme a eu beaucoup de mal à intégrer ce désamour et à comprendre les logiques, oui, il faut bien le dire, presque de la haine, parce que maintenant c'est un homme qui, après avoir été adulé, quand vous regardez ce qui s'est dit dans le mouvement des Gilets jaunes, ce qui peut se dire sur le web, sur l'espace du web, c'est un homme qui fait l'objet, oui, d'une véritable haine. Hein. Et d'ailleurs, ça pose un problème terrible pour les Français. Si, en 2022, le second tour est la concurrence de deux haines, la haine de Marine Le Pen et la haine du président Macron, quel échec, hein, quel échec pour la démocratie française, quoi. Et je crains qu'on aille qu'à un cas vers cela, et c'est ce qui pourrait arriver de pire à la démocratie française. Oui, je voudrais, pour compléter ce que dit Pascal, quand j'ai vu Macron, il m'a parlé du délit d'offense au président de la République, Oui. qui a été supprimé en 2013 par François Hollande. Il était tombé en désuétude et c'est Nicolas Sarkozy qui l'a réutilisé parce qu'il avait été insulté par un manifestant. Et alors, il ne veut évidemment pas le rétablir, hein, il ne m'a pas dit ça et je ne le dis pas. Il considère que le délit d'offense avait quand même quelque chose de bien parce qu'on reconnaissait qu'on pouvait s'attaquer à la fonction du président de la République. Et dans la haine qui lui est adressée, Macron, et qui est très, très forte, etc., comme vous le disiez, Pascal, mais Macron a tendance à minorer celle qui lui est personnellement adressée. Ne pas supporter de ne pas être aimé, c'est tout à fait juste, et il a tendance à majorer la part de haine qui est adressée à la fonction présidentielle. Et ça, c'est un point essentiel, parce que c'est vrai que il y a le 1er décembre, quand il se balade avenue Kléber et qu'il voit l'Arc de Triomphe ravagé, et 3 jours après, il est au Puy-en-Velay avec la préfecture du Puy-en-Velay qui a été incendiée avec des fonctionnaires qui ont failli y laisser leur vie. Lui-même est coursé par des gilets jaunes. Et je pense qu'il est un peu dans le déni, parce que je pense que c'est quelque chose de très fort, de très violent, le déni de cette haine dont il est personnellement l'objet, parce qu'elle est insupportable au sens propre du terme. Et si je peux me permettre de rajouter un élément, c'est que si vous voulez, quand cette haine, mais la haine, il faut savoir la lire aussi, elle est chargée, certes, de passion triste, mais elle est chargée de demandes. Quelqu'un qui vous hait, c'est quelqu'un qui vous demande aussi quelque chose. Hein. Et on a l'impression que là, Macron a beaucoup de mal à décoder cette demande. Et que quelque part, il répond, comme tous celles et ceux qui ont été beaucoup aimés, il répond par la séduction. C'est tout de même un immense séducteur. Hein. Et quand vous regardez cette campagne qu'il a développée de février à avril 2019, les rencontres avec les maires, c'était un incroyable numéro de séduction. Hein. Regardez ce que je peux faire. Je peux parler pendant 4 heures, je peux répondre sans fiche à toutes les questions. Vous voyez, il répondait sur le terrain de la séduction. Et je me demande si, dans des heures graves, avec une société aussi fragmentée que la société française, la séduction est une bonne réponse. Surtout que la séduction, elle ne peut se faire que dans le tête-à-tête. C'est difficile de séduire une foule parce que vous ne savez pas très bien comment cibler la séduction. Elle est différente suivant les personnes auxquelles on s'adresse. Donc, c'est son problème de fonctionner toujours sur le mode de la séduction. Alors, une toute dernière question que Cécile adresse à Corinne Laïc. Il est 19h, ça sera donc la toute dernière et je repasserai ensuite la parole à Didier pour conclure. Corinne vous demande si vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron pourra résoudre finalement ses propres tensions qui sont très visibles
cambrioleur, réformateur d'un côté, archétype de l'élite politique de l'autre, goût pour la littérature d'un côté, parcours d'économie et de banquier de l'autre, dynamisme d'un côté et jeunesse très conservatrice de l'autre. Comment voyez-vous cela, Corinne? Vous avez utilisé le mot de tension, Bernard, c'est bien ça? C'est ce mot que vous avez utilisé? Oui, et c'est marrant parce que c'est un mot qu'il affectionne beaucoup. Il l'utilise beaucoup et il aime ça, il aime cultiver ça. Et pour lui, tout est tension. Tension entre la liberté et l'égalité, tension entre les violences policières et la liberté de manifester, etc., etc. Et je ne sais évidemment pas répondre à cette question parce que je ne sais pas si la question, ça veut dire est-ce qu'il va être réélu malgré ça en 2022 ou est-ce que dans son fort intérieur, il va arriver à résoudre ces contradictions. Je n'en sais rien, mais je sais que ces contradictions, il les chérit, il les aime. Il aime concilier les contraires. Il aime organiser une rencontre entre Barbara Pompili et arriver à un compromis sur la suspension de la chasse à la glu. Il aime s'adresser, comme il le fait dans Brut, aux jeunes, et en même temps, il va s'adresser à la police et aux Français qui pensent qu'il faut plus de protection, etc., etc. Donc, je pense que la tension entre les extrêmes, c'est quelque chose qui est profondément ancré en lui. Et je dirais que comme il n'a pas envie de la résoudre, parce qu'il la revendique, ben, il ne va pas la résoudre, il va vivre avec. Comment? Je ne sais pas. La réponse sera dans les urnes au mois d'avril et de mai 2022. Voilà. S'il est candidat, parce qu'il maintient toujours un petit suspense. Merci beaucoup, chère Catherine. Merci, Pascal. Et je repasse immédiatement la parole à Didier. Simplement, merci à nos deux conférenciers. Merci à toi, Bernard, pour cette organisation. Une fois n'est pas coutume, pour conclure, peut-être Corinne, en mots de conclusion, comment est-ce que l'intéressé, Emmanuel Macron, a-t-il reçu votre livre et quelle a été sa réaction, si on peut le savoir? Alors, il l'a reçu en main propre, puisque je suis allée le porter moi-même à l'Élysée avant sa sortie en librairie, et je n'ai pas de réaction officielle. Et je pense que c'est beaucoup mieux comme ça, parce que c'est respectueux de la liberté d'expression de l'auteur, et ça ne met personne dans l'embarras. Voilà. Merci à tous les deux. Merci Bernard. Merci à toutes et à tous. Merci à vous tous. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci Pascal, merci Corinne. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt sur les canaux. Merci beaucoup. Au revoir Corinne. Au revoir.